Alors, date suivante, le 1er janvier 1959. Le 1er janvier 1959 est marqué par l'entrée dans la Havane de la guérilla menée par Fidel Castro et la chute de la dictature de Fulgencio Batista. Donc ça marque en fait le début, enfin symbolique et en même temps réel, des luttes et des résistances à l'impérialisme en Amérique latine. Et ça prend aussi une influence, enfin ces luttes vont, à partir des années 60, mêler anti-impérialisme, autonomie paysanne et un marxisme refondu, mêlé enfin, un rapport ambigu à la religion. C'est ce que je perçois de la place de la religion dans ce mouvement d'émancipation, de lutte anti-impérialiste. Et donc, comment peut-on évoluer un peu l'importance de la révolution cubaine, du guévarisme, et son influence sur les mouvements anti-impérialistes, à la fois sur le continent latino-américain, mais comme on l'évoquait tout à l'heure avec l'Algérie, éventuellement sur d'autres continents. Je crois que la première chose qu'il faut dire pour mesurer la portée de la révolution cubaine, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé en Algérie, en moins de 3 ans, entre 59, le 1er janvier, date hautement symbolique d'entrée de l'armée rebelle à la Havane, et la proclamation de Cuba socialiste, il s'est passé à peine 3 ans. Par conséquent, pour nous, c'était la première révolution socialiste, donc qui assumait ce type de projet politique, qui n'avait pas été faite par un parti communiste et, dans une certaine mesure, avait été faite contre le parti communiste existant à Cuba. Partiellement contre, parce qu'il s'y est rallié dans le tout dernier épisode. Alors, ça, c'est un choc. Pareil, aujourd'hui, on ne mesure pas, mais enfin, qui posait un problème majeur à tous les militants parti communiste. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau rare ? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement du 26 juillet ? Il était entouré d'un certain mystère. Moi, je me rappelle avoir lu des vieux journaux dans les années 50. C'était une question folklorique. Il y a des barbus qui prétendent qu'ils vont prendre le pouvoir. Enfin, en 58, il y avait des reportages des journalistes américains. C'est une poignée de types. Il y avait toutes les composantes pour construire une mythologie christique. Ils ont débarqué à 80, il y a eu 12 survivants, comme les apôtres. C'est une histoire formidable. Bon. Et puis, le scénario même de la révolution cubaine, l'armée rebelle, le Che ébouriffé à Santa Clara, etc., bon, c'est la révolution romantique et épique. Donc, il y avait un problème de compréhension de ça, et en même temps de dire, mais enfin, il y a une révolution possible qui n'est pas faite par un parti communiste. Premier gros problème, et par exemple... Là, pour nous, sans rentrer dans l'anecdote, mais bon, on ne savait pas très bien de quoi y retourner. Bon, la figure du Che avait quelque chose. D'abord, en 59, on ne connaissait pas beaucoup. Après, déjà, 62, 63, commençait à être un symbole. Mais moi, une des expériences marquantes, c'est que oralement, j'ai entendu parler de la révolution cubaine par Armand Gatti quand il venait monter ses pièces à Toulouse. Et il venait de tourner L'autre Cristobal à Cuba, d'ailleurs, il y a des vieilles copies, mais on le voit rarement. C'est dommage parce que c'est un film lyrique, justement, qui exprime bien l'esprit de l'époque. Et Gatti n'était pas membre du parti, le moins qu'on puisse dire. C'était une espèce de melting pot de culture libertaire, communisante, maoïsante, etc., un peu tout. Donc c'était une bouffée d'oxygène considérable. Bien. Deuxièmement, très vite, il est apparu que non seulement... c'était pas une révolution conduite par un parti communiste orthodoxe, mais qu'elle entretenait des rapports délicats avec la mère patrie du socialisme, qui était l'Union soviétique. Il y avait des discours élogieux. Le Che avait fait un voyage dans les pays de l'Est, était revenu fasciné par les performances de la planification, etc. Je crois qu'il y avait de la sincérité, mais en même temps, dès 62, la crise des fusées, on sentait que, et puis ça n'a fait que se développer par la suite. C'est clair dans les discours. Les discours du Che sont mis en accusation, et en grande partie, il répercutait parce qu'il avait plus de liberté de parole et moins d'obligations diplomatiques que Castro à l'époque.
Donc que ce soit le discours d'Alger ou le message à la tricontinentale en 65 et 67, sont une mise en accusation de la politique internationale de l'Union soviétique, aussi bien sur les formes de coopération avec les pays ex-coloniaux dans le discours d'Alger, que sur le type de solidarité accordée à la révolution vietnamienne et indo-chinoise. Bon, tout ça nous ouvrait, nous, un espace d'indépendance par rapport au communisme orthodoxe, entre guillemets, soviétique et au réseau de partis communistes qui allaient avec, mais aussi par rapport au discours maoïste qui avait à l'époque, avec les illusions sur la révolution culturelle à partir de 1964, avait une influence considérable. Donc c'était un point d'appui de dire il y a autre chose de possible, et avec un autre type de discours. Les textes du Che, là encore, sur le socialisme et l'homme à Cuba, qu'une camarade avait ramené, traduit en 64 de Cuba et tout, c'était quelque chose de nouveau, d'ouvert, qui crée ça. Alors, rapport au marxisme là-dedans, ça a toujours été énigmatique. Il semble que Castro ait connu Marx assez tôt, bien que sa formation, enfin il y a des textes là-dessus, des témoignages. Après le Bogota, il a été témoin du coup d'État en Colombie, qui est le point de départ de tout ce qu'on connaît de la Colombie actuelle, des 52. Mais sa formation, en partie, ça peut paraître bizarre, ou alors au contraire éclairer certaines choses, c'est la Révolution française et le jacobinisme. C'est d'abord un admirateur de Robespierre et de Saint-Just. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas Marx. Alors là, on ne sait pas la part des choses entre ou la part d'ignorance, une culture qui est différente, qui est un mélange de bolivarisme, de José Martí, donc de tradition nationale latino-américaine, de Révolution française. On sait que la Révolution française, lire le roman d'Alejo Carpentier sur le siècle des Lumières, c'est une référence, et encore aujourd'hui d'ailleurs en Amérique latine, plus qu'ici, d'une certaine manière. Et puis une certaine dose de marxisme dont il n'a pas fait étalage, éventuellement pour des raisons de discrétion. Comme disaient certains de ses compagnons, sur certaines questions, c'est un grand laconique. Il est très bavard dans les discours et très discret sur d'autres choses. La composante religieuse, là, je pense que dans ta question, il y a une part d'anachronisme. Je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque. Il y a une religiosité profonde, mais par exemple à Cuba, c'est un syncrétisme de vaudou. Alors, ça imprègne une culture populaire, mais on est quand même à une époque où la tendance dans les révolutions, y compris les révolutions coloniales, la tendance dominante est plutôt une tendance à la sécularisation. Et c'est vrai dans les mouvements nationaux arabes, c'est vrai en Afrique chez des gens comme Amilcar Cabral, etc. Et c'est vrai à Cuba. Alors sur la religion, ils ont toujours pris une position discrète, c'est-à-dire que les pratiques religieuses demeurent, mais à l'époque, on ne parlait pas de quelque chose d'équivalent à la théologie de la libération, c'est-à-dire d'un véritable courant social et politique d'engagement qui se réfère directement à une inspiration religieuse. De manière diffuse, ça a toujours existé. Et d'ailleurs, dès l'héritage Alors, parce qu'après, il y a la répercussion de la révolution cubaine. Et là, elle rencontre inévitablement des courants. Camilo Torres, qui était un des fondateurs des guérillas colombiennes, était un prêtre. Mais ce n'est pas le cas unique. Il y en a eu bien d'autres. Un peu plus tard, Ernesto Cardenal, dans le cas du Nicaragua, etc. Donc il y a cette composante-là. Maintenant, le problème de la révolution cubaine, c'est ses répercussions aussi. Là, répercussions en termes internationaux, c'est très important aujourd'hui pour l'Amérique latine, par exemple. Ça me fait toujours... On est critique par rapport à Cuba sur certaines questions démocratiques à juste titre. Après les procès de 89 et l'exécution de Ochoa, ancien proconsul cubain en Angola, à l'issue d'un procès, j'ai lu les minutes, ils les ont publiées. C'est un procès stalinien, il n'y a pas photo. Bon, est allé porter avec Gilles Perrault une pétition à l'ambassade de Cuba, mais en même temps, le fait que souvent la presse ici présente Cuba comme une espèce de Roumanie tropicale, là on est à côté de la plaque aussi. C'est que je crois qu'il y a une bataille démocratique à Cuba,
Mais en même temps, la légitimité de Cuba en Amérique latine aujourd'hui n'a rien à voir avec... d'abord, je doute que Ceausescu ait jamais inspiré quiconque dans la gauche révolutionnaire européenne, mais ce n'est pas le cas de Cuba même aujourd'hui. Hein, l'idée, même après la chute de l'URSS, malgré le blocus, ils ont continué à tenir tête à l'impérialisme, etc. En même temps, la gauche latino-américaine aujourd'hui n'est pas suiviste à critique sur Cuba. Il y a un prestige, mais en même temps, il y a un regard qui est distancié. Les gens comprennent bien qu'une société comme le Brésil est beaucoup plus complexe que Cuba et que ce que racontent les Cubains ne permet pas de résoudre la question syndicale au Brésil. Bon, donc, mais ça fait partie encore du mouvement et de l'histoire. Et a fortiori aujourd'hui, si ce qui reste de Brest de la révolution cubaine est ranimé par ce qui se passe au Venezuela ou en Bolivie, le processus n'est pas achevé. Alors, en revanche, il s'est construit, et les castristes eux-mêmes ont construit sur la révolution cubaine une mythologie, relayée par exemple ici par le bouquin en 65-66 de Régis Debray, Révolution dans la Révolution, qui est une lecture très particulière de la révolution cubaine, qui systématise une théorie de la révolution qui part d'un foyer de guérilla, et puis on a l'impression que le foyer se transforme en armée rebelle et l'armée rebelle conquiert le pays. Bon, ça, c'est en partie vrai, c'est aussi une légende de la révolution cubaine qui avait un enjeu, à mon avis, qui était de construire la légitimité du mouvement du 26 juillet en relativisant tout le reste, y compris la tradition du mouvement urbain à Cuba, du Parti communiste, etc. etc. Donc c'est le monopole de la légitimité, c'est le 26 juillet, même si après il y a eu un Parti communiste unifié. Mais les leçons qui en ont été tirées du coup ont fait des dégâts considérables en Amérique latine. C'est-à-dire que l'idée qu'il suffisait que la volonté... Il y a une culture de l'exemplarité qu'on trouve et sur le terrain militaire et sur le terrain économique. Quand on voit les photos du Che torse nu, charrier les sacs de trucs, bon, l'économie est dans le marasme, mais si on retrousse les manches, ça peut marcher. Bon, et ça a donné, en 67-68, la catastrophe de la Zafra des 10 millions, où Cuba disait, mais puisqu'on est étranglé économiquement, on va battre tous les records de production de canne à sucre, en se spécialisant en plus dans la monoproduction, qui est un signe de dépendance économique et agricole. Bon, mais l'idée, c'était qu'avec la volonté, on peut tout résoudre. Hein, vous avez le symétrique en Chine avec la fameuse texte sur Yukong déplaçant les montagnes, bon, qui est une vieille légende chinoise recyclée par la rhétorique maoïste. Mais il y avait cette idée-là. Et en Amérique latine, c'est pareil. Si les conditions existent, ce qui manque, c'est la volonté. Et ça a été quand même une hécatombe. La décennie des années 60, début des années 70, on peut faire le martyrologue, Yon Sosa au Guatemala, Camilo Torres, De La Fuente et Lobaton au Pérou, les frères Peredo et le Che lui-même en Bolivie. C'est une hécatombe d'une génération. Hein. Et un peu plus tard, en Argentine, en Uruguay, les Tupas, etc. Bon, enfin, ça mérite le respect par ailleurs. Hein. C'est des gens qui ont voulu bien faire. Bon, on peut discuter après coup cette histoire-là. En même temps, il faut aussi équilibrer un peu et pas faire de cette épopée une épopée de strict illuminé. Si on regarde de loin, on a l'impression que l'escapade du Che en Bolivie était une escapade suicidaire et complètement irrationnelle, ce qu'elle n'était probablement pas. On peut dire qu'il y avait très peu de chances de réussir. Mais quand on voit les films à la télé aujourd'hui qui vont sur les lieux, on dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette espèce de désert dépeuplé, etc. En fait, le projet, c'était une guérilla intercontinentale. Et ce n'était pas si fou que ça. C'était créer un foyer irradiant entre le nord de l'Argentine, la région de Tucumán, le Pérou, la Bolivie. Bon, dans un contexte des années 60 où peut-être, c'est difficile d'estimer sur le moment, peut-être que la vague justement des luttes de libération nationale était en train de s'essouffler, mais ça c'était difficile à mesurer sur le coup. En tout cas, sûrement qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Mais, et puis l'illusion quand même, peut-être ça n'aurait pas suffi à changer la face des choses, l'illusion qu'en Bolivie, il pourrait compter sur le soutien du Parti communiste bolivien qui les a plantés. Il y a l'anecdote du Che quand même au début de l'année, je crois 1er janvier 67, qui réunit son petit groupe de guérilla en disant, ben voilà,
les conditions dans lesquelles ce projet a été conçu ne sont plus les mêmes, parce que le Parti communiste ne donnera pas l'aide qui était promise. Donc, ceux qui sont venus sur la base du projet initial sont libres, sans déshonneur, de repartir. Là, on peut dire qu'à ce moment-là, oui, le scénario de l'échec était à peu près écrit. Bon, alors l'influence de la révolution cubaine, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste pour corriger, parce que un petit peu l'image aujourd'hui, en Amérique latine, peut-être au-delà, mais il y a l'image de la révolution cubaine des origines. Le Che reste peut-être avec un excès iconologique ou religieux, mais en même temps, il y a quand même un noyau politique à ça. C'est que c'est un des symboles du XXe siècle qui, alors on peut le décrypter différemment, mais qui a échappé à la corruption, qui s'est extrait volontairement d'une logique de bureaucratisation. Son propre geste, finalement, a peut-être échoué, mais il porte aussi la symbolique d'une révolution permanente qui ne peut pas s'arrêter à Cuba, et qui, dès qu'il y a une opportunité, que ce soit au Congo, en Haïti, à Saint-Domingue, etc., la seule chance pour une île comme Cuba, c'est encore pire que l'URSS, c'est d'ouvrir des fenêtres. Donc, ce n'est pas seulement un symbole comme ça romantique, c'est aussi un contenu politique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on psychologise beaucoup trop le Che. Il était suicidaire, il était ceci, cela. Il était même cruel, il a exécuté un type de ses propres mains. Ça, à la limite, je trouve que ça mérite plutôt du respect. C'est-à-dire qu'ils ont été infiltrés par un type qui était là pour assassiner ou Fidel ou le Che, plutôt que de commander à un bidas Durand d'aller faire une exécution. Bon, c'est une responsabilité en état de guerre civile qu'on peut imaginer et qui ne devait pas être simple à prendre si on regarde. Et cette histoire-là, au moins en Amérique latine, elle n'est pas terminée.